Merci Lala. Alors, bonsoir mes amis, je m'appelle Raphaël Silva, je suis étudiant à la Fac des Lettres au FMIG avec Lala, Larissa Fontenelle, qui, en ce moment, travaille dans ce cours avec moi. Soyez bienvenus. Aujourd'hui, on va parler de déconstruction à partir d'un texte de Derrida pour essayer de penser à la pièce Art, Yasmina Reza, où il y a une référence toute courte à ce mot, déconstruction, mais à mon avis, c'est une référence importante pour qu'on comprenne quelques sujets peut-être problématisés dans la pièce. C'est bon? Alors, on commence par ce petit questionnaire des constructions et je vous demande d'essayer de penser à votre emploi du mot déconstruction ou du verbe déconstruire parce que finalement, si ce mot, enfin ces mots au pluriel, ont été créés dans des buts philosophiques, ils ont été appropriés très rapidement par la presse et ils sont devenus des mots peut-être, je ne sais pas si populaires, mais en tout cas connus et employés un peu partout. Alors je vous demande, Lala, Valkyria, Marina, dans votre usage courant, qu'est-ce que ça veut dire? Ou vous évitez d'utiliser le mot dans un usage courant? Qu'est-ce que vous faites? Je pense que dans l'usage courant, et c'est les plus choses que je peux dire parce que je ne connais pas les philosophies de Derrida et philosophie contemporaine. C'est l'usage des modes de construction ont impliqué une idée qui est avant, que c'est une chose que j'ai à consolider. Et les déconstructions seulement après, logiquement, et dans le temps, d'une chose qui est consolidée dans le temps. Et il a changé quelque chose dans la culture, les sociétés, notre pensée, notre point de vue. Et c'est nécessaire, il nous a besoin de déconstruire une idée que ce n'est pas adéquate, plus. Oui, je crois qu'on peut dire adéquate. Oui. Adéquate. Oui. Très bien, très bien. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que ta définition, elle est large, mais justement, elle arrive à comprendre ce qui est des constructions peut-être telles que conçues par Derrida. Alors, cette idée de déconstruire quelque chose après une certaine consolidation dans le temps, même si il pense surtout aux constructions philosophiques, aux constructions conceptuelles. Mais très bien, très bien. Enfin, toi, tu as trouvé un concept qui est un peu entre l'usage courant et l'usage, disons, plutôt philosophique. C'est bon. Et toi, Marina, qu'est-ce que tu penses? Comment tu utilises le verbe déconstruire, par exemple? Je pense que aujourd'hui, les jeunes, utilisent les mots peut-être une idée progressive, une idée de gauche, une idée ce type de choses. Par exemple, rainha da desconstrução, etc. C'est ça. Oui, c'est bon. Dire exactement la même chose. C'est devenu le type de mots que je peux plus entendre. Déconstruction, sororité, empoderamento. Ce sont des mots qui sont devenus complètement vides et liés à une idée néolibérale dans la gauche, ce qui est extrêmement bizarre. Mais enfin, on n'entre pas dans ce sujet. Mais pour moi, c'est devenu le genre de mots que quand j'écoute, je dis ah putain, il va raconter un peu n'importe quoi, il va faire le militant de Twitter et tout, mais pas vraiment s'engager dans la lutte. Donc pour moi, je sais qu'il y a toute une valeur philosophique dans les mots, mais dans l'usage courant, c'est genre vive la sororité. Oui, tout à fait. Alors, Derrida lui-même, il s'est plaint un peu
du destin du mot. Parce que, enfin, je crois que les années 90 déjà, cela se passait beaucoup parce que comme il est devenu un philosophe qui a eu beaucoup plus d'écho dans les États-Unis que n'importe où, il a dû entrer un peu dans le showbiz, n'est-ce pas? Enfin, il est devenu un peu une célébrité et à un point où ses idées, enfin ses livres étaient un peu publiés dans des grands véhicules d'opinion. Et alors, déconstruction est devenu un de ces mots à usage courant qui a perdu un peu sa valeur. Je suis tout à fait d'accord. Quand on dit déconstruire aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi. On peut déconstruire la cuisine, on peut déconstruire, je sais pas, comment faire la vaisselle, etc. Et c'était pas ça au début. Hein. Au début, si vous avez lu la lettre à un ami japonais, le mot a été pensé dans des buts philosophiques très spécifiques. Et d'ailleurs, Derrida a dit qu'il n'avait même pas d'idée du destin qui attendait cette construction-là. Très bien. Alors, autre question, parce que là, je vous avais demandé à propos du mot déconstruction, mais comme j'ai dit, Derrida, il est devenu un peu célèbre et je voulais savoir si vous avez déjà entendu de lui. Je pense que oui, Valkyria a alludé un peu à ça. Et si oui, qu'est-ce que vous connaissez ou qu'est-ce que vous pensez que vous connaissez sur sa philosophie? Enfin, là, ce n'est pas un examen, hein, c'est pas « Ah, je vais vous juger si vous savez quelque chose ». C'est seulement parce que comme il est devenu un peu une figure publique, c'est normal qu'on s'efface quelques idées là-dessus. Alors, enfin, qu'est-ce que vous y pensez? Qui est Derrida? Vous le connaissez? Qu'est-ce que vous pensez de sa philosophie? La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était dans le cours de littérature comparée. On a lu cette étrange institution appelée la littérature, quelque chose comme ça. Mais j'avoue que je me souviens pas beaucoup de ce qu'il a dit, parce que calorissima dans l'université, ça fait longtemps déjà. Mais je me souviens que je trouvais assez intéressant cette idée d'une littérature dont la traduction est un peu compliquée et que c'est appartient à une grande institution qui est questionnable, disons. Mais ce que je sais sur lui, franchement, rien. Oui, moi aussi, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était à la fac. Je crois que peut-être le deuxième semestre, au troisième, quelqu'un m'a dit « Mais tu dois lire Derrida, il est très difficile, mais c'est délicieux ». Et je me souviens que j'ai pensé « Mais putain, pas du tout, hein, s'il est très difficile, comment il pourra être délicieux ?» Mais je sais pas, cet ami m'a offert un livre et j'ai commencé, j'ai trouvé intéressant. Difficile en effet, mais intéressant, comme Lala a dit. Des idées curieuses. Et vous, Marina, ou Valkyria? Valkyria, elle fait un cours de philosophie. Maintenant, elle est au master. Alors, je pense que même si tu ne travailles pas avec la philosophie contemporaine, tu as dû faire face quelquefois aux textes de Derrida ou des autres Français philosophes, je sais pas, Deleuze, Guattari, Foucault. Non, je n'ai jamais étudié cette philosophie. Mais je me rappelle que Vargas Llosa, dans les livres de la civilisation de l'espectacle, je pense que c'est ce livre, il dit que toutes les fois qu'il essayait de lire Derrida, Deleuze, Guattari, il a senti que c'est une perte de temps, que c'est très compliqué et que c'est pas incompréhensible. Oui, ça c'est une vision habituelle aussi de ce que Derrida a fait. Et c'est possible de comprendre pourquoi. La difficulté du style, je pense qu'elle est propositale, elle est délibérée. Il travaille avec cette idée aussi. Que certaines idées, elles ne peuvent pas être résumées dans des thèses analytiques. Et enfin, comme tu es lectrice de Platon, tu sais bien que essayer de réduire, par exemple, un dialogue platonique à des thèses analytiques ne fait aucun sens, parce que Platon devient débile. Ce qu'il a fait, sa philosophie devient un peu inutile en quelque sorte. Alors Derrida travaille avec la même idée, que c'est le moyen d'expression est l'expression même.
Alors, il n'y a pas de pensée hors une langue, par exemple. Là, c'est une intuition tout à fait compréhensible dans la langue grecque, n'est-ce pas? Logos veut dire aussi bien langue, parole, mot, que pensée. Alors, l'idée, c'est qu'il y a une unité. La façon pour laquelle on s'exprime conforme en quelque sorte notre pensée. Alors, c'est impossible de traduire quelque chose. Quand on traduit quelque chose, on fait déjà autre chose. C'est ça. Mais c'est bien, c'est bien. J'ai un peu l'impression que quand nous étudions, comme c'est ton cas, la philosophie ancienne, ça devient beaucoup plus compréhensible, beaucoup de choses que, je sais pas, Agamben, Derrida, Foucault et d'autres font, parce que fréquemment, c'est un dialogue un peu silencieux qu'ils établissent avec l'Antiquité, même quand ils ne mentionnent rien. Alors, si tu t'aventures quelquefois, un jour, je pense que tu n'auras pas de difficultés à cause de ça. Et toi, Marina, qu'est-ce que tu nous racontes? Moi, je ne sais rien. Rien. Je n'ai jamais étudié Derrida. Je ne sais rien sur eux. Sur lui. Sur lui. Mais tu avais déjà entendu parler de son nom? Non. Oui, mais seulement le nom. D'accord, d'accord. Alors, on va en parler un peu aujourd'hui. Je laisse cette dernière question pour la fin. Un peu de mots, comment vous comprenez la philosophie? Parce que je pense que là, le débat pourrait être infini. Alors, on saute la question, on la laisse pour la fin et on continue. Alors, comme j'essaie de faire toujours, on parle un peu de Jacques Derrida. Et là, on commence par une citation d'un de ses biographes les plus récents, qui a écrit ceci dans un carnet journalier sur la période où il écrivait sur Derrida. Alors, il avait une espèce de cahier en même temps où il notait des idées, des choses comme ça. Et le 2 septembre 2007, il a noté: j'achète le DVD du film Derrida de Kirby Dick et Amy Searing Kaufman, que j'avais vu en salle à la sortie. Nous le revoyons le soir même avec Valérie. Maladroit, agaçant, attachant, le film est hanté par la question biographique de la non-vie d'Aristote selon Heidegger. Il est né, il a pensé, il est mort. À l'interrogation permanente de Derrida sur le « je », l'enfance, la mère, le lien étrange et difficile à penser entre la vie et la pensée. Qu'auriez-vous aimé voir dans un documentaire sur Hegel ou Heidegger, lui demande l'intervieweuse. Leur vie sexuelle, répond-il du tac au tac, parce que c'est leur impensé, ce dont ils ne parlent jamais. Alors, c'est le biographe de Derrida qui note ceci, et il fait référence à une scène de ce film. Si vous vous intéressez pour approfondir un peu sur Derrida, je vous conseille d'essayer de regarder ce film. Il se trouve sur YouTube, ce n'est pas difficile de le trouver. C'est un film d'1 heure et 5 minutes, je pense. Très américain, très américain, enfin, curieusement américain, mais qui a des très bons moments aussi. Et ce moment mentionné par Benoît Peters est intéressant parce que Derrida fait allusion à cette phrase d'Heidegger qui dit qu'un philosophe n'a pas de vie. La seule vie d'un philosophe, c'est sa propre pensée. Alors, peu importe les détails, enfin, ce qui importe, c'est qu'il a pensé. Il est né, il a pensé, il est mort. Le reste, on s'en fiche. Et Derrida dit plutôt le contraire, dit les détails qui ne sont pas traités directement dans la pensée doivent nous interpeller en quelque sorte. Et ça compte beaucoup pour Derrida, disons, du point de vue des engagements personnels. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec cette idée que c'est pour Derrida, toute pensée a un corps, toute pensée a une vie. Enfin, alors, elle est situable en quelque sorte dans un certain contexte
Et si on essaye de détacher la pensée en oubliant le contexte, on perd beaucoup de choses. Et ça va jusque-là? Vous me suivez? C'est bon. Si vous voulez dire quelque chose, soyez libre, c'est bon? Alors, une philosophie ne se trouve pas dans l'espace-temps, question, parce que normalement la philosophie prétend ne pas avoir de corps, comme s'il s'agissait d'un dialogue entre des idées. Bien sûr, Valkyria va me pardonner, je fais des généralisations qui sont peut-être injustes à l'égard de certaines philosophies, sans doute, mais en général, quand on lit un certain, je sais pas, manuel de philosophie ou un livre de philosophie, quelquefois nous avons l'impression qu'il s'agit des idées qui essayent d'établir des dialogues dans un contexte qui est un non-contexte, comme si les idées existaient tout purement. C'est d'ailleurs un peu la vulgate des idées platoniques, comme si elles existaient ailleurs, dans un autre lieu. Et là, la question un ou une philosophe n'a pas de corps. La question du corps, elle est très importante alors pour lui, parce qu'elle aide à situer une pensée dans l'espace, dans le temps, et montrer quels sont les lieux un peu oubliés de cette philosophie, ce qui, dans ce contexte, a été laissé de côté, les raisons pour lesquelles certaines choses sont laissées de côté. Avant le début du cours, on parlait des animaux. C'est un thème très important pour Derrida, justement parce que, par exemple, Aristote pense aux animaux comme ceux qui sont non humains, d'ailleurs comme Heidegger aussi, puisqu'ils sont allogones, ils sont dépourvus de parole, ils sont dépourvus de pensée alors. Bien sûr, les traitements biologiques les plus récents, les travaux biologiques montrent que les animaux pensent, et pensent d'une façon assez complexe d'ailleurs, se communiquent aussi. Alors ce sont des présupposés un peu, comment on appelle, des préjugés plutôt. L'idée que les animaux ne pensent pas, l'idée que les animaux ne parlent pas. C'est pour ça que Derrida va essayer d'attirer les animaux pour sa philosophie, afin de le penser en quelque sorte, et de voir surtout ce qui ça provoque quand on essaie de parler avec ceux qui, de notre point de vue, semblent ne pas parler. C'est bon? Dans un entretien donné en mars 1991, François Ewald demande à Derrida le suivant. Imaginons votre futur biographe. On peut penser qu'il écrira, reprenant paresseusement la date de l'état civil. Jacques Derrida est né le 15 juillet 1930 à El Biar, près d'Alger. Il vous revient peut-être d'opposer à cette naissance biologique votre vraie naissance, celle qui procéderait de cet événement privé au public où vous seriez vraiment devenu vous-même. C'est la première question de l'entrevue. Bien sûr, l'entrevue, il donne déjà des informations biographiques sur Derrida, mais en déjà supposant qu'une biographie pour Derrida est quelque chose de beaucoup plus profonde que la date de naissance, le lieu de naissance, etc. Et Derrida répond ainsi. Vous y allez un peu fort pour commencer. Vous osez dire, il vous revient de dire quand vous êtes né. Non. Si quelque chose ne peut pas me revenir, c'est bien ça. Qu'il s'agisse de ce que vous appelez la naissance biologique, transférée à l'objectivité de l'état civil ou de la vraie naissance. Je suis né, n'est-ce pas? Voilà une des plus singulières expressions que je connaisse, dans sa grammaire française en particulier. Si le genre de l'entretien s'y prêtait, je préférerais, au lieu de vous répondre directement, amorcer l'analyse interminable de cette phrase. Je suis né, pour laquelle le temps n'est pas donné. L'inquiétude ne s'apaisera jamais à ces sujets. Alors, quand il fait ce geste, un peu agaçant d'ailleurs, les gens n'aimaient pas trop parler avec Derrida publiquement parce qu'il était toujours très réticent, disons, il voulait toujours se défendre des attaques imaginaires d'abord, et donc il tournait fréquemment les questions aux propres questionneurs, en quelque sorte, aux propres intervieweurs. Mais en ce moment, c'est très intéressant parce qu'il demande finalement qu'est-ce que c'est « je ».
Quand tu me dis, d'accord, toi, tu es né. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ou par être? Qu'est-ce que veut dire être dans la phrase être né? Je suis né. Et aussi dans le participe du verbe naître, né. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je suis né. Il suggère en quelque sorte c'est qu'il y a des fictionnels dans ce genre de construction. Par exemple, que c'est l'identité. Quand on dit je, qu'est-ce qu'on veut dire finalement par je? C'est mon corps ici physique, c'est quelque chose au-delà du corps, c'est mon histoire biographique. Qu'est-ce que c'est je? La même chose veut dire, peut être appliquée à n'importe quel autre pronom. Tu, il, elle. Qu'est-ce qu'on veut dire? Oh, des généralisations, par exemple, les Brésiliens. Qu'est-ce que les Brésiliens veut dire? Nous. Quand on dit nous, ça c'est très fréquent, n'est-ce pas? Nous représentons le peuple. C'est qui nous? Et alors, ces genres de questions agacent fréquemment la pensée parce que c'est comme si on devait retourner pour repenser les petits débuts de toute construction, comme par exemple celle du verbe être. Toute la logique est construite avec l'idée de être. S est P. Si vous avez lu le texte L'être un ami japonais, vous avez vu cette expression sujet est prédicat. Mais qu'est-ce que veut dire être dans cette construction? Sujet est prédicat. Bien sûr, là, il fait allusion à toute cette discussion de l'ontologie qui retourne à Parménide, à Platon, l'idée que l'être, s'il est réellement, il ne change jamais, il doit être toujours, exister universellement, mais s'il existe toujours universellement, comment est-ce qu'il a pu commencer à être pensé et comme ça de suite, tout le fil qui est déroulé à partir de cette idée. C'est bon? Raphaël, Oui? je ne sais pas si je délire un peu, Oui. mais surtout dans cette construction, dans ce type de construction comme je suis né. Ici, bien sûr, c'est une phrase au passé composé avec le verbe naître qui va demander alors l'auxiliaire être. Mais si on pense vraiment à cette phrase, le suis, ou enfin l'auxiliaire être, il n'a pas la fonction d'être. Il est presque oublié pour donner cette idée de passé. Le suis né devient une seule chose. C'est comme si le être était oublié et il va devenir juste l'acte de être né. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, tout à fait. C'était juste un gros délire. Non, non, c'est pas un gros délire, tout à fait. Pas du tout. Je pense d'ailleurs que ce qu'il essaie de dénaturaliser, c'est justement cette construction où le suis disparaît. Comme si on naturalisait le fait de pratiquer en quelque sorte l'action de naître pendant qu'on ne la pratique pas. C'est ça en quelque sorte qu'il essaie de suggérer. On ne naît pas, on est né, disons. Enfin, on est mis dans le monde en quelque sorte. Et en même temps, si on dit je suis né, c'est parce qu'il y a un présent, le suis, justement. Si on arrive à pouvoir dire je suis né, c'est parce qu'au présent, j'arrive à faire un rapport au passé pour essayer d'expliquer quelque chose, d'où je viens par exemple, et, mais le suis est là. Le suis est là. Le présent est là. Alors, enfin, là peut-être c'est moi qui délire, mais j'ai un peu l'impression que Derrida suggère qu'il n'y a pas de passé sans présent, que tout passé est dépendant en quelque sorte d'une conscience au présent. Et surtout quand on pense au type de construction du passé en français. Le passé n'existe pas sans le présent. On a besoin d'un verbe au présent, au moins pour le passé composé. C'est le passé le plus utilisé. On a besoin d'un présent pour le construire. C'est impossible, au moins que tu utilises le passé simple, comme si on était au 17e. Mais normalement, passé le plus utilisé, on a besoin d'un présent. Tout à fait, c'est ça. C'est bien. Si vous me suivez jusque-là, ça va? Marina, Valkyria, vous voulez dire quelque chose
peut-être je dis des bêtises, parce que là, quand j'entre dans le territoire de la philosophie, surtout de l'ontologie et tout, il se peut que je dise des bêtises. Alors, si tu veux, Valkyria, corrige-moi, sans problème. Não, c'est bon. Mas j'ai pensé que c'est intéressant que sur la main, aujourd'hui, nous pensons avec ce type de limitation et j'ai pensé en Kant, par exemple, que c'est une très magnifique philosophie, mais il a proposé au début du livre de délimiter la philosophie. Je vais dire jusqu'à nous pouvons faire philosophie. Et il fait une philosophie transcendantale. Il n'est pas pense dans les historiques, de sociologie, de les contextes. C'est très intéressant que d'une fois, il pense dans la limitation de la philosophie et de l'autre côté, il crée une philosophie qui est transcendantale. Intéressant. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que Derrida fréquemment fait allusion à ces genres de constructions où quelqu'un allude un certain mouvement pour atteindre le contraire. Alors, le travail avec les contraires, il est fréquemment déconstruit, disons, par la pensée de Derrida, parce que, on va voir bientôt ça, mais ces genres de constructions où il y a une hiérarchisation, pour prendre un exemple simple, l'idée d'esprit et corps, l'idée de pensée et, je sais pas, physique, monde des idées, monde physique, quelque chose comme ça. Normalement, ces genres de hiérarchisation, elles travaillent justement pour imposer des hiérarchies un peu partout, dans la société par exemple, homme, femme, être humain, animal. Mais si on essaie de penser à la base de ces définitions, rarement elles sont tenables, très rarement. Si on essaie de penser à ce qui configure la différence sexuelle, telle qu'elle a été conçue du point de vue biologique ou psychologique et tout, normalement, il y a des préjugés qui sont présupposés afin que la chose se maintienne. Et le travail de la déconstruction, il va justement essayer de penser pourquoi ce genre de structure travaille de cette façon et comment est possible, si c'est possible, de penser à un autre genre de pensée, à un autre genre de modèle peut-être. C'est ça. Mais Kant, il a été très fréquemment lu par Derrida. Très fréquemment. Il y a un texte qui s'appelle Loi du genre, où il va penser longuement sur les critiques kantiennes, justement. Mais bien, là, on entre dans la lettre à un ami japonais, c'est un texte de 85. Et là, on remarque un effort remarquable de contextualisation de la pensée. Et ce que je vais vous suggérer de faire, c'est justement essayer de contextualiser cette pensée aussi, ce texte. Alors, je vous demande, et ce sont des questions simples, mais vous pouvez répondre comment vous voulez. Qu'est-ce qu'une lettre pour vous? Qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce qui est une lettre? Parce que ce texte s'appelle finalement lettre et il a une forme épistolaire en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que c'est une lettre? Je ne sais pas, c'est difficile. Oui. J'ai pensé que les lettres, il y a une destination, mais ce n'est pas vrai, parce que c'est possible d'écrire une lettre que les destinataires, ce n'est pas là. Mais je pense qu'une lettre, il y a quelque chose d'affectif, amoureux. Non. Mais c'est possible aussi d'écrire une lettre de révolte, de ódio. Oui, oui. Hein? Je ne sais pas. J'ai Oui. jamais pensé. Oui, je pense que tu as commencé très bien. Une lettre, normalement, suppose
disons, un envoyant, quelqu'un qui envoie la lettre, et un destinataire, même si le destinataire n'est jamais là. Parce que ça, c'est normalement un des présupposés de la lettre. Pour être une lettre, elle doit être envoyée, peut-être pas, mais elle doit être conçue comme envers quelqu'un ou quelque chose. Alors, cette construction lettre A, ce A vers quelque chose ou quelqu'un, est un peu dans la loi du genre lettre. Une lettre s'adresse toujours à, même si cette personne peut ne jamais la lire. Alors, je pense que même si tu as dit que peut-être non, c'est ça. Il y a toujours un destinataire, même s'il n'existe pas. Enfin, s'il n'est pas là et tout. Comme Sénéca, né? Les destinataires de Sénéca sont imaginaires. Très bien, tout à fait, tout à fait. Et j'ai aimé beaucoup aussi ce que tu as dit à propos des sentiments. Parce que normalement, quand on pense à une lettre, on pense à quelque chose qui est personnel. Alors, qui a un certain rapport avec les sentiments qui peuvent être amoureux, qui peuvent être de la haine, de la révolte. Et normalement, l'idée de communication, le désir de communiquer quelque chose à quelqu'un ou à quelque chose. Très bien. Alors, dans ce cas de la lettre à un ami japonais, qui sont l'émisseur et le destinataire de la lettre? Pardon, émisseur, destinataire. Là, heure et R, c'est important. Alors, quelqu'un, quelqu'une? Je sais, la réponse semble bête, mais elle est importante quand même. L'émisseur est Derrida et le destinataire est l'ami japonais qui est le traducteur. Oui. Très bien, exactement. Et ça nous donne le contexte, n'est-ce pas? Parce que si Derrida écrit cette lettre à son ami japonais, c'est pour essayer de donner de partager quelques réflexions sur le mode de déconstruction que son traducteur au japonais avait de la peine pour traduire. Il éprouvait de la peine pour traduire. Et c'est alors dans ce but-là que la lettre est envoyée, afin de proposer des réflexions là-dessus. Et je vous demande comment Derrida commence sa réflexion sur le mot déconstruction. Si vous vous rappelez, dans le texte, quelle est sa stratégie? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il donne comme ça un synonyme du mot déconstruction qui aurait pu être fait? Disons, déconstruction, c'est la même chose que destruction, que, je sais pas, que annihilation. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? La stratégie est dit que la déconstruction n'est pas. La première chose, c'est qu'est-ce que c'est l'opposé. Oui, l'opposé. L'opposé. C'est une bonne manière de commencer à penser avec un concept. C'est les distinctions de l'autre. Très bien, très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Après avoir dit ce que peut-être la construction ne devrait pas être. Il parle des dictionnaires, je pense, et des définitions des dictionnaires, tout ça. Très bien, très bien. Parce que là, ça c'est un point important dans ce que Derrida a fait et quelques autres qui l'ont suivi, que c'est l'idée qu'une pensée ne vient jamais du dehors d'un certain système. Il y a toujours des systèmes et si on veut penser d'une façon à questionner certaines constructions de ce système, il est toujours un peu questionnable de venir du dehors et imposer certaines lois différentes de ce système afin de le critiquer, parce que ça peut devenir finalement des interventions très violentes.
et il essaye donc de partir du système même pour voir, pour trouver des points aveugles, pour trouver des lieux laissés un peu de côté. Et c'est pour ça qu'il contextualise d'où le mot lui est venu, quand il essayait de traduire deux concepts d'Heidegger, Abbau et destruction. Et enfin, alors il faisait justement le même geste de l'ami japonais, c'était un geste de traduction. Et en essayant de penser à comment traduire Abbau, Bau veut dire quelque chose comme construction, Ab c'est le D, et destruction en allemand a un peu le même sens, et moins une annihilation, une destruction totale, et beaucoup plus justement une déconstruction. Il pense à ce mot, alors il travaille du point de vue étymologique. Ab, D, Bau, construction, Ab, Bau, déconstruction. Et il va au dictionnaire pour regarder si ça existe ou pas. Quand il va au dictionnaire, il trouve que le mot avait un usage très ancien, au XVIIe, au XVIIIe siècle, et que ces usages lui étaient très convenables. Alors il dit, c'était une bonne chance pour moi de trouver ce mot. Très bien. Et alors, là, il y a une phrase que j'ai mal lue dans la lecture que je vous ai envoyée par audio, et c'était une mauvaise lecture, disons intéressante, du point de vue de la déconstruction, justement, parce que ce qui se trouve dans le texte de Derrida, c'est cette construction-ci. La question de la déconstruction est aussi de part en part la question de la traduction et de la langue des concepts, du corpus conceptuel de la métaphysique dite occidentale. Alors, à votre avis, comment on interprète ce début de phrase? La question de la déconstruction est la question de la traduction. Pourquoi vous pensez que la traduction, elle est importante dans ce contexte de la lettre, mais d'une façon plus générale, dans ce qu'il va proposer au fil et à mesure où son argumentation avance? Qu'est-ce que la traduction donne à penser? Quel est le geste de traduire? En quoi consiste finalement une traduction? Peut-être parce que les mots ont différentes connotations signifiées dans les langues. Peut-être les mêmes mots de construction en français et les correspondances littérales en japonais ou en autre langue, il y a un complètement signifié dans la culture. Et c'est ça, et peut-être c'est totalement différent, les connotations. Tout à fait, très bien, c'est exactement un désir de comprendre, disons, les particularités des mots, on pourrait dire même des individus, des langues individuelles, des particularités de ce qui existe finalement. Parce que ce que la traduction propose, normalement, disons, dans le point de vue traditionnel, c'est transférer un sens d'une langue à une autre. Normalement, avec une idée d'une certaine fidélité au sens, même si les mots ne sont pas les mêmes. Enfin, s'il y a peut-être un mot, un substantif est transformé en une expression en un adjectif, si le mot change de classe, par exemple. Mais l'idée, c'est d'essayer de garder un certain esprit, un certain sens. Mais comme vous avez déjà vu, pour Derrida, il n'y a pas d'esprit sans corps, il n'y a pas de signifié sans signifiant. C'est donc parce que tout mot exprime déjà quelque chose avec son son, avec l'histoire de ce mot dans une certaine langue, avec les constructions contextuelles autour de ce mot dans un moment historique spécifique. Et donc, il s'agit toujours d'un certain envoi. Envoi, pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'idée de quelque chose qui est prise et qui est envoyée à quelqu'un qui peut ou peut ne pas la recevoir, peut ou ne peut pas la comprendre. Et c'est pour ça qu'une lettre est très intéressante comme genre
pour penser la traduction, mais on pourrait dire même pour penser la littérature, parce que la littérature, en quelque sorte, est aussi, comment dire, proche de cette idée d'envoi. Il y a toujours un certain émissaire, un certain destinataire, même quand il n'existe pas, même quand on écrit pour nous-mêmes. C'est la question d'essayer d'envoyer quelque chose à quelqu'un. Normalement, on pense cette quelque chose, c'est le sens, c'est l'idée, c'est ce qu'on veut dire, notre intention. Mais cette idée, c'est de mettre en question justement l'idée d'intention, l'idée de sens, au dehors, ou au-delà d'un corps, au dehors, au-delà d'une lettre, au dehors, au-delà d'un son. C'est pour ça que dans cette lettre, vous avez peut-être remarqué, il finit avec une référence à un poème. Il dit « traduire un poème », c'est ce qui est impossible. Parce que si traduire veut dire écrire dans une autre langue, comment garder cette unité qui est son et sens avec toutes les constructions autour dans une autre langue? C'est impossible. On fait une autre chose. Traduire, c'est en quelque sorte recréer en essayant d'être toujours le plus sincère, en quelque sorte, avec le texte traduit, avec l'auteur qu'on traduit, mais toujours ayant conscience qu'on fait une autre chose. Ce n'est jamais la même chose, même si, disons, les présupposés de la traduction ont travaillé fréquemment avec l'idée de traducteur invisible, des traductions neutres. Qu'est-ce que c'est une traduction neutre? Pour Derrida, il n'y en a pas. Il y a plusieurs types de traductions avec plusieurs objectifs. Mais neutre, il n'y en a pas. C'est bon? Vous me suivez jusque-là? Si oui, on continue. Pour parler des contextes alors de la traduction. Heidegger, avec la critique de la métaphysique occidentale, et le structuralisme français. Il essaye de contextualiser justement d'où vient le mot déconstruction, et il nous dit deux mots encore au sujet du contexte. Le structuralisme était alors dominant. C'était les années 70, non 60, les années 60. Parce que de la grammatologie, c'est un livre de 67. Déconstruction semblait aller dans ce sens puisque le mot signifiait une certaine attention aux structures, qui elles-mêmes ne sont simplement ni des idées, ni des formes, ni des synthèses, ni des systèmes, justement parce que les structures sont tout ça à la fois, en même temps. Elles ne sont pas réductibles aux formes simplement, aux idées simplement. Déconstruire, c'était aussi un geste structuraliste, en tout cas un geste qui assumait une certaine nécessité de la problématique structuraliste. Alors, penser aux structures, aux systèmes, penser aux formes, mais c'était aussi un geste anti-structuraliste. Et sa fortune tient pour une part à cet équivoque. Il s'agissait de défaire, décomposer, désédimenter des structures, toutes sortes de structures, linguistiques, logocentriques, alors faites autour de la pensée ou autour du sens, autour de la langue, phonocentriques, faites autour du son, le structural de la voix, le structuralisme étant surtout dominé alors par des modèles linguistiques, de la linguistique dite structurale qu'on disait aussi saussurienne, socio-institutionnelle, politique, culturelle et surtout et d'abord philosophique. Je sais qu'il y a beaucoup de jargon ici, je suis désolé, mais c'est un peu inévitable. Et à mon avis, ce qui est important dans ce passage et qui peut nous faire penser, c'est que plusieurs systèmes de pensée, et vous pouvez après, si vous voulez, essayer de penser à quelques-uns avec lesquels vous soyez plus accoutumés, plus habitués, travaillent avec des dichotomies. Alors, il parle de Saussure, par exemple. Il y en a beaucoup de dichotomies chez Saussure. Par exemple, signifier, significado, signifiant, significante. Signifiant sur la face matérielle, signifier serait la face immatérielle, spirituelle en quelque sorte. Alors, il y a le mot du point de vue du son, par exemple, ou de sa marcation spatiale avec les lettres, mais il y a le signifié derrière ce mot.
On pourrait penser à d'autres dichotomies, comme par exemple paradigmatique, syntagmatique, enfin, peu importe maintenant. Mais quelle est la question, pour ainsi dire, de la déconstruction? C'est se demander, qu'est-ce qui fait la différence entre un signifiant et un signifié? Où est-ce qu'on trouve un signifié en tant que tel? Là, quelqu'un pourrait répondre, dans le dictionnaire. Tu vas au dictionnaire, tu trouves les signifiés des mots. Et là, quand on ouvre un dictionnaire, qu'est-ce qu'on voit? Un corps de signifiants, beaucoup de signifiants. Alors, si on va chercher, par exemple, le mot contexte dans le dictionnaire, on ne trouve pas les signifiés du mot, parce que le signifié n'a pas de face matérielle, mais on trouve seulement des faces matérielles dans le dictionnaire. Et finalement, ce qu'il commence à suggérer, c'est qu'il n'y a pas de signifié sans signifiant. Tout signifié présuppose des signifiants, des carrières des signifiants, infinies finalement. Et c'est comme ça qu'il travaille avec beaucoup de dichotomies qui sont construites dans des systèmes et qui normalement travaillent avec ces genres d'hiérarchie. Parce que signifier, la face immatérielle, est plus important que le signifiant. Que le signifiant, la face matérielle. Parce que la face matérielle, elle change, elle peut être, périe, elle peut disparaître. Le signifié, non. Le signifié, c'est le bien. Platon, là, on peut penser à plusieurs systèmes qui travaillent avec ces genres d'hiérarchisation. Et la déconstruction questionne ça, ou essaye de penser à ces dichotomies, justement parce qu'elle travaille pour marginaliser ce qui est laissé en bas. Alors, dans les dichotomies auxquelles j'ai déjà fait allusion, homme-femme, pourquoi, du point de vue linguistique, on fait l'accord au masculin? Là, on pourrait essayer de penser à l'histoire de langue. Normalement, les gens qui défendent le masculin comme forme neutre attaquent par ce chemin-là. Mais finalement, si on pense au contexte historique où ce genre de constructions linguistiques ont été faites, ces genres de choses travaillent ensemble. L'élection de l'homme comme supérieur aux femmes travaille de sorte que la langue exprime ce genre de construction. Et une chose renforce l'autre. Alors, ce n'est pas une question de tout simplement changer le langage pour changer la construction, c'est pas conceptuelle ou la construction sociologique, mais ça doit commencer par quelque place. C'est bon? On pourrait penser aussi à la construction être animal contre être humain. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui avec les animaux dans des fermes industrielles, par exemple? C'est absolument terrible, hein? C'est franchement n'importe quoi. Mais pourquoi nous arrivons à faire ça avec un autre être vivant? Parce que nous le regardons comme dépourvu d'existence à notre égard. Parce qu'il a été absolument marginalisé. Les poulets, les vaches, et ces hiérarchisations, elles travaillent ensemble. C'est ça qui est intéressant dans cette pensée, que c'est la marginalisation des animaux, elle renforce la marginalisation des femmes, qui renforce la marginalisation et comme ça on pourrait continuer. C'est bon? Cela aurait pu être traité de plusieurs façons. Mais, vous me suivez jusque-là? Quand on parle de philosophie, quelquefois j'ai un peu l'impression qu'on délire, comme dit Lala. Et d'ailleurs, je n'ai pas vos images, alors la chose devient encore pire. Mais vous me suivez, dites quelque chose pour... D'accord. C'est intéressant les biographies de Wittgenstein, par exemple, qu'il a essayé de faire une philosophie analytique de type SEP pour tout le monde. Et il est très fort dans la déclaration, né? Le mundo o mundo é tudo que é o caso, se está fora disso não existe, e ele fait construire tous les tratados sur cette idée que c'est possible
analysé dans la idée analytique, né? SAT, tout. Et dans la fin, il reconnaît, fala, non, mais la langue c'est différente, só c'est oublier que j'ai dit. Il va travailler avec les jouets de langue. C'est très intéressant, la biographie. Oui, ce chemin surtout, hein, parce que c'est ça, quand on construit un système qui essaie d'être rigoureux, si on est honnête, à la fin, normalement, il y a ce mouvement de reconnaître les points laissés de côté, marginalisés. Et Wittgenstein, c'est un des penseurs qui est arrivé à ce moment. Il n'a pas décidé de défendre son système coûte que coûte. Il a dit, oui, j'ai essayé le plus que je pouvais, mais il y a des choses que franchement échappent à mon système. Et la déconstruction, elle travaille avec les choses qui échappent au système. Par exemple, une question qui pose beaucoup de problèmes à ceux qui pensent la langue, c'est l'emploi de l'ironie. Non pas l'ironie, disons, dire le contraire de ce qu'on pense, parce que là c'est très simple, n'est-ce pas? Mais il y a des ironies qui sont beaucoup moins difficiles à cerner que ça. Et si vous vous intéressez à ce sujet, il y a un débat entre Derrida et Searle, qui est justement l'héritier intellectuel de Austin, qui a proposé les speech acts, n'est-ce pas, enfin les actes de parole. Et le système des actes de parole, ils n'arrivent pas à comprendre la littérature tout simplement. Parce que pour eux, la littérature veut dire mensonge. Alors, veut dire un acte qui ne compte pas. C'est plus que mensonge. La fiction pour eux, c'est un acte qui n'a pas de validité. Mais si on fait ça avec la littérature, on détruire ce qui veut dire imagination dans l'existence de l'être humain. Si on essaie de réduire tout à des, comme Valkyrie a suggéré, à des unités minimales de logique, on détruit la capacité de dépasser ces limitations de la logique. Et l'être humain arrive à dépasser ça. Alors, obliger qu'on reste dans ces limites, c'est une violence, justement. Et Wittgenstein, il a reconnu à la fin que son système faisait violence à la langue. Et c'est pour ça qu'il a commencé à traiter les jeux de mots comme une façon de dépasser ces limites. Très bien, très bien. Je ne vais pas lire ce passage-là, mais je voulais tout simplement suggérer ça parce que ça c'est important, que la déconstruction n'est pas une analyse, ni une critique, ni à la fin une méthode. Et pourquoi ça c'est important? Parce que fréquemment nous avons le désir, je pense, de dire que déconstruction est une critique. Et Derrida dit, mais qu'est-ce que veut dire critique? Et là, il va à l'étymologie du mot, n'est-ce pas, crinen, crisis, la décision, et surtout le côté négatif de la décision. Alors, ce qui doit être coupé pour être laissé du dehors. Et la déconstruction, elle essaie de justement repenser la critique. Parce que la critique travaille avec ce genre d'opposition, de binarisme, de ce qui entre, ce qui est laissé du dehors. Et alors il dit non, ce n'est pas une critique, mais ce n'est pas une analyse non plus. Ce n'est pas un désir de retourner aux éléments les plus simples d'une pensée. On ne déconstruit pas pour arriver à un moment et dire ah, voilà, nous sommes arrivés à ce qui, je sais pas, veut dire être humain ou ce qui veut dire être animal. Pas du tout. Il veut plutôt le contraire, dire que ce qui est l'animal est mélangé avec ce qui est l'humain et le bien est mélangé avec ce qui est le mal, même si sa pensée n'est pas un relativisme. Et là, c'est peut-être le plus difficile à défendre, mais c'est bon. Et il y a un moment très curieux de ce texte où il dit « ça se déconstruit ». Il dit « la déconstruction a lieu ». C'est un événement qui n'attend pas la délibération, la conscience ou l'organisation du sujet, ni même la modernité. Ça se déconstruit. Le ça n'est pas ici une chose impersonnelle qu'on opposerait à quelque subjectivité égologique.
c'est en déconstruction. Littré, le dictionnaire, disait « se déconstruire, perdre sa construction ». Et le « se » du « se déconstruire », qui n'est pas la réflexivité d'un moi ou d'une conscience, porte toute l'énigme. Je m'aperçois, cher ami, qu'à tenter d'éclairer un mot en vue d'aider à la traduction, je ne fais que multiplier par là même les difficultés. L'impossible tâche du traducteur, Benjamin, Walter Benjamin, voilà ce que veut dire aussi déconstruction. Alors, comment vous comprenez cette phrase « ça se déconstruit » ou se déconstruire avec ce réflexif qui n'est pas une réflexivité d'un moi ou d'une conscience. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase « ça se déconstruit » ? Je dirais, je ne sais pas si c'est juste, mais que c'est un type d'action qui n'implique pas d'une volonté consciente. Ce n'est pas moi qui choisis de déconstruire quelque chose. C'est la chose, c'est un ça qui se déconstruit en soi-même. Il n'y a pas un sujet, il n'y a pas une personne impliquée. Très bien, c'est exactement ça. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que ça ne peut pas devenir une méthode. Parce que une méthode peut être appliquée à n'importe quoi. Ça ne peut pas être une critique ou une analyse. Et c'est pour ça que la déconstruction, même si elle a été maîtrisée en quelque sorte par l'université américaine, elle se prêtait très mal à ça. Parce que les Américains, quand ils ont reçu la déconstruction, ils voulaient ouvrir des départements de déconstruction. Et Derrida a dit non, ça n'existe pas. Ça, c'est un paradoxe total parce que déconstruction, en quelque sorte, elle existe, disons, en déconstruction des départements. Les départements devaient être déconstruits par eux-mêmes. Alors exactement, la déconstruction habite aux hontes certaines structures, certaines constructions conceptuelles, et ça ne part pas du désir de quelqu'un dire « Ah, d'accord, je vais déconstruire ça ». Il y a quelque chose qui est toujours là, déjà là. Très bien. Et d'ailleurs... Oui, vas-y. Mais en même temps, c'est complètement contextuel. Il n'est pas dépendre des personnes, des sujets, de les consciences, mais il dépend d'une certaine manière de temps, les conditions, les cultures. C'est difficile de comprendre cette idée parce que si la déconstruction n'est pas dépendre des sujets, qu'est-ce qu'il dépend? C'est un événement complètement spontané. Spontané. Non, mais justement, il n'est pas spontané. Vas-y. Mais là, je reviens à notre sujet d'art, pas forcément au livre, mais enfin les arts en général, parce qu'on aperçoit dans le monde différents mouvements de personnes qui font des choses en même temps, même si elles ne se connaissent pas. Et elles changent radicalement les choses, même si elles ne se connaissent pas, elles ont des idées pareilles. Donc peut-être ça c'est déconstruit et tout va bien. C'est pas une personne qui a décidé de tout changer, même s'il y en a des personnes qui décident de tout changer. Mais je sais pas, parfois on aperçoit des mouvements comme ça, des choses complémentaires qui commencent à changer ici, qui commencent à changer là, même si elles n'ont aucune relation entre elles. Oui, et il y a une chose qui est, du point de vue de ce que Derrida défend, j'ai un peu l'impression que la déconstruction, elle est toujours déjà là. Par ça, je veux dire quoi? Je veux dire, au moment où, par exemple, nous lisons la dite allégorie de la caverne, enfin l'image de la caverne dans la République, les oppositions qui sont jouées
avec cette image, par exemple, lumière, ombre, bien. Je ne sais pas qu'est-ce que serait le contraire de bien. Valkyria, quel est le contraire de bien dans la République de Platon? Je ne sais pas si c'est le mal, mais peut-être le mal. Hein. Quand on construit ces systèmes, comme le système analytique de Wittgenstein par exemple, mais beaucoup d'autres, le système chrétien du péché et du salut, il y a toujours quelque chose dans le système qui nous permet de voir où il se déconstruit, par où ça se déconstruit déjà. Le ça est une espèce d'inconscient des structures telles qu'elles sont conçues. Alors, si on utilisait un vocabulaire militaire, c'est comme une espèce de faiblesse du système, quelque chose que le système n'arrive pas à comprendre, mais qu'il essaie de garder sans prendre conscience de ce qu'il garde. Pour utiliser une image qui a été employée par Nietzsche, quand il fait une critique de notre usage de la langue, il suggère que les concepts, ils sont comme des statues que nous-mêmes faisons, on garde quelque part, et beaucoup de temps après, on revient, on trouve la chose et on dit « Ah, mais voilà, il a toujours été là, oh, il a été construit par Dieu, oh ». Enfin, on essaye de donner un sens en oubliant que, en quelque sorte, c'est nous qui mettons la chose là. Et c'est pour ça que ça se déconstruit. Il n'y a pas besoin d'un sujet pour que la déconstruction soit déjà là. Bien sûr, pour que la chose, pour que la déconstruction soit exhibée, oui, comme l'a suggéré, n'est-ce pas, quand il y a des mouvements artistiques, même s'il n'y a pas de maître pour concerter la chose, pour faire que tout soit bien réglé, il y a des sujets individuels qui font les choses. Bien sûr, Derrida existe. Hein. Enfin, il a fait ses lectures de déconstruction. Mais vous avez compris ce que j'essaie de suggérer par ça, se déconstruire, cette espèce d'inconscient de système. D'ailleurs, il choisit ça, ce n'est pas un hasard. Le ça, utilisé pour traduire en français id, je pense, de Freud. C'est bon? Vous pensez que je délire aussi? Peut-être. D'accord. Là, je pense que je ne vais pas entrer dans ce détail. Qu'est-ce que ça veut dire être? Mais de toute façon, nous avons déjà pensé un peu à ça, n'est-ce pas? La question de l'ontologie, du désir de permanence. Alors, on dit quelque chose est, dans le but de dire quelque chose a toujours été, quelque chose sera toujours. Ou est-ce que le est a déjà une idée de passage, de transformation? Normalement, c'est un peu impossible de garder ces deux choses exclues l'une de l'autre. Platon savait ça déjà, même s'il a pensé une ontologie. Parménide savait ça déjà. C'est pour ça que les systèmes se déconstruisent. Parce que quand on essaie de construire un système conceptuel, les choses qu'on doit faire pour construire certaines oppositions, elles nous permettent de voir, de comprendre qu'est-ce qui est laissé de côté, qu'est-ce qui est oublié, qu'est-ce qui est marginalisé. Et alors, c'est de là, en quelque sorte, que la chose se déconstruit. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais Valkyria dit par exemple qu'en ce moment, elle essaye de lire des textes littéraires sur les animaux. Enfin, qui partent du point de vue des animaux, en quelque sorte, bien sûr, du point de vue fictionnel. Mais quand on voit ces êtres qui sont marginalisés dans nos constructions sociales, dans nos constructions historiques, c'est leur perspective qui nous permettent de comprendre les grands problèmes de ce système. Alors, ce n'est pas le grand banquier capitaliste qui va dire « Ah, mais le capitalisme est très mauvais ». Oh, ce n'est pas un homme blanc hétérosexuel qui va dire « Ah, mais ce système, il est très injuste ». Et comme ça de suite. Parce que les points qui échappent au système, normalement, sont vus des marges. Là, on pourrait même utiliser une image un peu spatiale, en quelque sorte, qui est celle du centre.
qu'on est dans le centre d'un certain système, on arrive à voir les marges, mais on n'arrive pas à voir la structure du système. Il faut être un peu jeté au dehors pour arriver à comprendre de quoi s'agit les structures. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans un texte, si je ne me trompe pas, c'est de Marx, qui a été lu après par un écrivain brésilien, un penseur qui s'appelle Robert Schwartz. Il a suggéré que, par exemple, Machado de Assis a eu beaucoup d'insights, beaucoup d'idées sur les problèmes du capitalisme en Europe. Ou Dostoïevski a décrit avec une fidélité absolue les problèmes des systèmes d'exploitation en Europe. Et non pas, enfin, des écrivains qui étaient là en France, non pas des écrivains qui étaient... Enfin, bien sûr, on peut essayer de penser aux écrivains qui l'ont fait, mais ce qui est suggéré, c'est que du dehors, on arrive à avoir une idée plus claire de comment le système marche. Je ne sais pas si vous me suivez, mais l'idée, c'est que du point de vue des animaux, si on prend en compte un animal, on voit les grands problèmes de notre système, par exemple. Là, je ne lis pas non plus, parce qu'on arrive presque à la fin du cours, mais je pense que ce titre, il est important. C'est une phrase qui est à la fin de ce texte. La traduction n'est pas un événement secondaire et dérivé au regard d'une langue ou d'un texte d'origine. Essayez de penser. Pourquoi la traduction n'est pas un événement secondaire? Après, on va parler de ça, tout à la fin. La traduction n'est pas un événement secondaire parce que ça peut paraître paradoxal. Parce que normalement, la traduction doit toujours partir de quelque chose à l'égard de laquelle elle est secondaire. Elle est toujours après quelque chose, par définition. Sinon, elle ne serait pas traduction. C'est bon jusque-là? Enfin, si oui, je sais que l'exposition, elle est peut-être un peu trop abstraite, mais j'espère qu'au moins ce soit un peu suggestif quand même. C'est bon? Bien, si vous me suivez jusque-là, maintenant on traite de l'emploi des déconstructions dans le livre de Yasmina Reza, Art. Est-ce que je peux avoir une volontaire pour être Marc, que tout se passe dans sa tête, enfin tout se passe dans une espèce de monologue, c'est lui-même qui parle tout le temps ici. Alors si quelqu'un veut bien être Marc? Oui, moi. Thérèse, c'est l'intérieur, l'achat de l'intérieur, non. Le mal vient de plus loin. Il vient très précisément de ces jours où tu as prononcé, sans humour, parlant d'un objet d'art, le mot déconstruction. Ce n'est pas dans les termes de déconstruction qui m'a bouleversée que la gravité avec laquelle tu l'as proféré. Tu as dit sérieusement, sans distance, sans un soupçon d'ironie, les mots de déconstruction. Toi, mon ami, ne sachant comment affronter cette situation, je lançais que je devenais misanthrope. Tu m'as rétorqué. Mais qui es-tu? D'où parles-tu? D'où es-tu en mesure de t'exclure des autres? M'a rétorqué Serge de la manière la plus infernale et la plus inattendue de sa part. Qui es-tu, mon petit Marc, pour t'estimer supérieur? Ce jour-là, j'aurais dû lui envoyer mon poing dans la gueule. Et lorsqu'il aurait été gisant au sol, moitié mort, lui dire « Et toi, qui es-tu comme ami? Quelle sorte d'ami es-tu, Serge, qui n'estime pas son ami supérieur ?» Très bien, merci beaucoup Marina. Cette scène, elle a gagné beaucoup en sens pour moi après avoir relu cette lettre à un ami japonais, parce que là, certainement, il y a un dialogue silencieux avec quelques définitions et quelques même, je sais pas, banalités autour de la déconstruction.
Mais allons voir comment interpréter alors l'idée de déconstruction dans cette scène où justement, enfin, je ne sais pas si vous avez, si vous vous souvenez, mais dans cette scène, nous avons, je pense que le 3 en scène, dans la mise en scène qui a été faite avec Fabrice Lucchini, qui est ici de côté gauche. Mais justement, il y a une lumière jetée sur Marc, comme si le dialogue se passait comme un genre de monologue. C'est pour ça qu'il s'adresse à Serge à la troisième personne. Alors, je vous demande, pourquoi Marc a été tellement bouleversé quand Serge a prononcé, sans humour, parlant d'un objet d'art, le mot déconstruction? Essayez de vous mettre à la place de Marc. Pourquoi il est bouleversé quand Serge fait ça? Parce que c'est nous, sans humour, sans ironie, et toute la pièce marque à rire des châteaux de tableaux blancs. Et quand il va parler avec Serge, je pense que la première chose que Marc a demandé est de rire. Il est ri du bon cœur. Il pense que c'est amusement. Mais ce n'est pas seulement un amusement d'une bonne manière. C'est un amusement qui despreze. Méprise. Méprise. Et je pense que c'est pour ça. Très bien. Lala et Marina, si vous voulez ajouter quelque chose, soyez libres. Ben oui, il y a la suggestion aussi qu'un ami à Marc ne pourrait pas prendre au sérieux quelque chose comme déconstruction. Comme d'ailleurs ne pourrait pas acheter un tableau blanc par 20 briques. Parce que justement, un ami à Marc devrait être comme Marc. Qui veut dire quoi? Veut dire peut-être quelqu'un arrogant, quelqu'un plein de soi, quelqu'un qui se juge supérieur aux autres, justement, qui a envie de donner un coup de main à la gueule, hein, qui a envie de frapper son ami parce qu'il n'est pas en accord avec lui. Alors, c'est ça, c'est, disons, à cause d'une espèce de désaccord. Je ne dis pas conceptuel, c'est un désaccord même en genre de vie. Quelqu'un qui sait ce qui veut dire déconstruction n'est pas digne d'être mon ami, tout simplement. Et je connais pas mal de gens qui pensent plus ou moins la même chose. Hein. Ces dernières années de bolsonarisme au Brésil nous ont montré enfin, beaucoup de visages plus ou moins cachés avant, qui étaient plus ou moins cachés avant et qui maintenant se sont montrés absolument. Si on est attentif, certainement, il y avait déjà des signes, n'est-ce pas? Il n'y a rien totalement caché. Mais oui. Alors, deuxième question, pourquoi Marc, face au sérieux de son ami et son mot de déconstruction, a décidé de lancer qu'il devenait misanthrope? Parce que sa première stratégie, c'est de dire « Ah non, je deviens misanthrope ». Et pourquoi sa stratégie rhétorique a été mal reçue par Serge, qui lui a demandé qui il était et d'où il parlait pour se croire en mesure de s'exclure des autres. Cette scène, elle est un peu curieuse, même si elle n'est pas sur la scène. C'est une scène seulement rapportée dans le discours de Marc. Mais alors pourquoi vous pensez que la première excuse de Marc, c'est dire « Ah, mais enfin... je suis misanthrope maintenant, c'est un peu, disons, en s'excusant de ne pas entrer dans le débat de déconstruction. Et pourquoi Serge n'accepte pas, disons, l'excuse? Peut-être, je pense que Serge apprenait les vocabulaires de déconstruction. Par exemple, je pense que Derrida a parlé à les philosophes et son corps, peut-être, je ne sais pas. Et ce type de question, d'où
tu parles. C'est un type de question très... De ce type de théorie française, je ne sais pas le nom, mais c'est ça, je pense. Très bien, Marina, oui. Là, nous avons une espèce de, je ne sais pas, hein, de presque mimésis, hein, de représentation un peu farcesque de ce qui pourrait être une espèce de Derrida, n'est-ce pas? Mais qui es-tu? D'où tu parles? Pourquoi tu crois supérieur aux autres? Parce que justement, comme la déconstruction travaille fréquemment avec l'idée de questionner, d'investiguer en quelque sorte, de chercher la racine de ces dichotomies, de ces constructions, cette idée de questionner la supériorité de l'autre, de lui demander mais pourquoi tu t'exclus de l'humanité? Qui tu penses que tu es? Enfin, là c'est une allusion sans doute, je suis d'accord avec Marina, peut-être une allusion un peu ironique à la façon de lire aussi de Serge, qui devient très agaçante aussi. Je n'aime pas du tout Marc, mais je pense que Serge non plus. Il est une personne beaucoup plus développée que Marc. Certainement, moi, je suis plus du côté de Serge à cause de ses engagements intellectuels, disons, que de Marc, parce que Marc, pour moi, c'est le type bourgeois le plus déplorable. Mais les deux ne sont pas aimables, hein. Ni l'un ni l'autre, ils sont assez détestables au contraire. Et ce désir obscur de Marc, de frapper Serge parce qu'il n'estimait pas son ami supérieur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Enfin, je sais que la question semble absolument bête, mais au fond, Marc a un certain point. Je veux dire par ça le suivant. Je ne sais pas si vous avez été élevé ou si vous avez suivi jusqu'à un certain point de la vie, si vous êtes chrétienne, vous. Mais dans la chrétienté, il y a cette idée de faire du bien à n'importe qui, soit aux amis, soit aux ennemis. L'idée c'est un peu, on fait le bien à tout le monde. C'est très contraire à une morale grecque ancienne, qui était plutôt faire du bien à ses amis, faire du mal à ses ennemis. D'ailleurs, morale partagée par beaucoup de civilisations, parce que c'est le plus logique, hein. Aux ennemis, on fait le mal, aux amis, on fait le bien. Mais quand le christianisme vient proposer de faire le bien un peu à tout le monde, on pourrait certainement critiquer ce qui est caché derrière ce bien pour tout le monde, mais une critique qui a été faite aux chrétiens, à cette théorie à l'époque, était justement, mais ça c'est très injuste. Pourquoi je vais faire du bien à quelqu'un qui m'a fait du mal, et pourquoi je ne vais pas faire du bien seulement à ceux qui me font du bien? Alors Marc finalement se demande, mais pourquoi tu ne penses pas que moi, qui suis ton ami, suis supérieur? Oui, je dois être supérieur, parce que j'ai au moins ton amitié. Enfin, je ne sais pas si j'ai compliqué trop, mais qu'est-ce que vous pensez de ce désir de Marc? Pensons aussi à tout ce qui implique dans la construction de personnages dont on a parlé pendant ces derniers cours. Qu'est-ce que ça implique aussi dans cette construction? Qu'est-ce que ça nous fait penser de Marc? Comment est-ce qu'on va le concevoir après avoir lu ça? Je pense que Marc est un peu assim, jaloux de Serge parce que il a nouvelle référence peut-être et il veut frapper lui et je pense que la question de Marc n'est pas avec la déconstruction ou avec l'art contemporain. Pour moi, dans les fins, je pense que la question de Marc est avec Serge chercher autre chose et autre personne. Je pense, je ne sais pas. Tout à fait, tout à fait.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Marina. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez de cette phrase je ne me rappelle plus son nom, le psychologue d'Ivan. Il, Finkelzelf, un nom oui, très allemand. oui, c'est ça, c'est ça. La phrase qui vont note sur la relation des amis, elle décrit à merveille ce que Marina vient de dire, parce que, je vais pas me rappeler peut-être de la phrase complète, mais Si je suis moi parce que tu es... Si je suis moi parce que je suis moi et toi, tu es toi parce que tu es toi. Non, c'est le contraire. Si je suis moi parce que tu es toi et si tu es toi parce que je suis moi, alors tu n'es pas toi et moi, je ne suis pas moi. exactement. Et ça de suite, hein. La continuation, exactement, c'est ça, voilà. Alors, Marc, même s'il est très violent, même s'il est très affirmatif, même s'il veut essayer d'avoir toujours raison, il est peut-être le plus faible de toi. Il est le moins sûr de lui-même, parce qu'il a toujours besoin de s'affirmer sur les autres. Il a toujours besoin d'avoir l'affirmation de lui-même, de se confirmer en quelque sorte dans les comportements de ses amis. Alors quand Serge commence à se comporter d'une façon, je ne sais pas, postmoderne en quelque sorte, il commence à péter un câble, hein. Il commence à détester son ami et dire mais putain, tu es devenu quoi finalement? Tu n'es plus comme tu étais quand tu me fréquentais plus. C'est ça. Très bien. Très bien. Et enfin, dernière question, quel est l'effet de cette discussion autour du mot déconstruction dans la pièce pour vous? Quand le mot a apparu pour la première fois, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez tout simplement dit, jargon, philosophique, peu importe. Et si c'est ça, qu'est-ce que ça change maintenant qu'on a lu et discuté un peu autour de ce mot? La première chose que j'ai pensé est que Marx est un peu atrasado En dans retard. la discussion de la arte. Parce que dans la philosophie, bien sûr, c'est difficile, c'est complexe, ce n'est pas les choses que nous avons pensées toujours. Mais dans la arte, les arts figuratives, c'est beaucoup de temps. Il est complètement désactualisé dans la discussion. Oui, tout à fait, hein. Il a des repères assez, je ne sais même pas si classiques, mais des repères traditionnels, hein. C'est ça. Et aussi, je crois que ça ajoute une autre couche aussi dans la construction du personnage de Serge. Parce que ça va montrer que lui est une personne très cultivée, que oui, d'un côté, il adore l'art abstrait, et d'un autre, il lit Derrida. Donc, il est franchement le meilleur français qui existe. Et ça nous aide à créer toutes ces caricatures qui sont les personnages. On a Serge, ce mec qui est complètement le mec de sa fiche, mais qui a étudié dans les écoles privées de Berger, ou des écoles privées. On a Marc qui est le mec qui a fait de l'ingénierie à Pouki et qui va travailler dans l'entreprise de son père. Et on a Yvan qui est genre, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Tout va mal, je perds mes amis, qui suis-je, que fais-je? Donc, je pense que ça nous aide à créer toutes ces caricatures qui sont centrales pour comprendre la pièce. Qui peut parler d'art à la fin? Bien sûr, le mec de sa fiche qui a étudié dans une école privée. Et pas sa femme, mais lui. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que Serge, d'ailleurs, est dermatologue, hein. Alors, c'est une construction bien française qu'au Brésil, peut-être je me trompe, je commets des injustices, mais c'est très rare, hein, au Brésil, avoir un médecin qui lit et qui continue à cultiver les arts. Ce n'est pas fréquent, c'est plutôt le contraire. Mais en France, il y a cette idée de prestige culturel où même les professions qui sont assez prestigieuses déjà essayent de garder au moins une semblance de se cultiver en général. Je me rappelle d'avoir connu des types quand j'ai fait un échange exactement comme ça.
Ils étudiaient n'importe quoi, c'est pas médecine, ils étudiaient beaucoup de trucs. Quand je disais que je faisais un cours de lettres, ils venaient me poser des questions. Hein. Ils venaient, ah oui, mais tu as lu Baudelaire? Ah, tu fais le grec? Ah, allons parler de Phèdre, de Platon. Et je disais, putain, les types sont arrogants. Hein. Oui, oui, c'est très bien, là, là. C'est ça. Enfin, je sais qu'on dépasse l'heure et je ne veux pas vous prendre ici, mais je voulais tout simplement finir avec cette idée. Quand je parle de cette écriture de l'autre, ici au milieu, qui serait plus belle, j'entends évidemment la traduction comme risque et chance du poème. Comment traduire poème, un poème? Et je voulais finir justement avec cette idée parce que, à mon avis, je ne sais pas si j'ai fini de partager l'écran. Oui, merci. Parce que j'ai un peu l'impression que cette suggestion, elle est très intéressante pour que, de notre point de vue personnel, on essaie d'éviter de travailler avec cette idée des dérivations comme quelque chose de secondaire. Parce que quand on pense qu'une traduction est avant tout un texte, la traduction d'un poème n'est jamais la traduction d'un poème. Elle est toujours un poème, d'abord. Elle doit être un poème. Et c'est une chose que, normalement, nous ne pensons pas, que, par exemple, quand on traduit la philosophie, on ne doit jamais faire une traduction de philosophie, mais on doit toujours faire philosophie dans la traduction, si la traduction est bien faite. Alors, si on pense aux grands traducteurs de n'importe quoi, normalement, ce sont des grands écrivains, des grandes écrivaines, parce qu'il y a une œuvre qui est créée. Et je pense que c'est ça, finalement, que Derrida disait à Sutsu, qui est, quand tu traduis des constructions japonaises, fais quelque chose qui soit un événement dans la langue japonaise. Ça peut exister, ça peut ne pas exister, tu peux inventer un nouveau mot, fais comme tu veux, tu es le traducteur, mais fais quelque chose significatif pour toi. Et à mon avis, ça fait beaucoup de différence dans la pensée, parce que quand on commence à penser, par exemple, aux traductions comme quelque chose qui n'est pas dérivé, on commence à voir la beauté de cette entreprise. C'est pas penser à une grande traduction qui a marqué votre vie, par exemple. Il y en a beaucoup. Lisez la traduction de Proust faite par Bandera, si je ne me trompe pas. C'est génial. Génial. Je ne sais pas si c'est Bandera ou Manuel Barros. Beaucoup ont traduit, hein, ont participé. Ça, je crois que même Carlos Drummond. Oui, et aussi la traduction, ça c'est impressionnant. Les Travailleurs de la mer, d'Hugo, c'est l'un de mes livres préférés, traduit par Machado. Ça c'est très très beau, très très beau. Ça, je ne savais pas. Machado, traducteur. Super. Super. Enfin, c'est ça, mes amis. Merci beaucoup pour la participation. Je sais que la discussion était peut-être lourde, mais la philosophie nous pose des défis comme ça. Et j'espère que la discussion a au moins suggéré certaines voies de développement pour vous, si vous voulez poursuivre un peu les études. Vous pouvez lire des livres, des textes, regarder le film que j'ai suggéré, mais il y en a un autre qui s'appelle D'ailleurs, qui est très beau. Là, c'est un film beaucoup plus beau que celui de... j'ai oublié le nom de directeur, mais D'ailleurs, Derrida, de Safa Fati. Elle est une directrice, comment on appelle ça, une metteuse en scène. Je pense que marocaine. Une réalisatrice. Réalisatrice, merci, là, c'est ça. Une réalisatrice algérienne, peut-être. C'est un film très beau. C'est bon, merci beaucoup. Très bien. Merci à vous. Donc, j'arrête l'enregistrement